Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc on va commencer tout de suite, j'ai 4 livres à vous présenter. Et tout d'abord je vais vous parler de Aquarium de David Vann aux éditions Gallmeister dans la collection Totem cette collection est juste magnifique. Je voudrais prendre un instant pour en parler. Voilà, c'est fait. Du coup, oui, Aquarium, c'est mon deuxième David Vann. J'avais lu tout d'abord Shookon Island que, entre temps, je me suis procuré en occasion dans cette collection aussi Totem, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est mon deuxième David Vann, j'avais beaucoup aimé Shookon Island, hein, plus j'y pensais après en avoir parlé, enfin plus j'y pensais après l'avoir lu, plus je me rendais compte que en fait je crois que c'était un coup de cœur. Celui-là, non, c'est pas du tout un coup de cœur. La première image qui me vient à l'esprit avec ce livre, c'est que vous voyez, c'est que le train est passé devant moi et j'ai pas su monter dedans, quoi. L'histoire, elle est passée et à aucun moment je suis montée dedans et j'étais dedans et voilà. Non, c'est juste un truc auquel j'ai pas adhéré. Tout d'abord, la grosse différence avec Shookon Island, c'est qu'on n'est pas vraiment dans du nature writing là-dedans, pas du tout, hein, ça se passe à Seattle, dans la banlieue de Seattle, près du port, voilà, donc on suit une mère et sa fille qui vivent dans un quartier un petit peu malfamé, voilà, puisque la mère n'est pas très riche, elle travaille au port de Seattle, vraiment en plus elle fait un métier difficile, un métier d'homme, un métier physique, voilà. Et donc la petite fille est passionnée de poissons et du coup tous les jours après l'école, en attendant que sa mère vienne la chercher, elle va à l'aquarium de Seattle, voilà, donc tous les jours. Et un jour elle va rencontrer un vieux monsieur qui vient là aussi tous les jours et ils vont commencer à parler de poissons et ils vont faire connaissance et voilà, et le jour où elle va en parler à sa mère va très mal réagir. Soit dit en passant, ce qui paraît normal à première vue. Mais oui, du coup, je pense que je peux vous le dire par rapport à la 4e de couverture qui en parle, c'est que cet homme est lié à cette fille et à cette mère. Voilà. Je vous en dis pas plus là-dessus. Tout d'abord, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que la gamine est quand même sacrément obsédée par les poissons. Hein, c'est-à-dire que, bon, déjà, on a tout un tas d'images de poissons à différents moments du bouquin. Donc ça je vais pas m'en plaindre. Hein, c'est... Voilà, encore une petite image de poisson. Là encore, enfin voilà. Mais le champ lexical du poisson est vraiment très, très utilisé. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas un paragraphe sans que la gamine compare quelque chose à des poissons, ou à la mer, ou à l'océan. Il y a toujours le mot océan, mer, eau, poisson, tel poisson. Voilà, donc c'est limite un petit peu trop poissonneux. Hein. Faut aimer les poissons. Voilà, après j'ai accroché à aucun personnage. La gamine, bon, avec son obsession des poissons, voilà. Et la mère qui, en apprenant que sa fille parle avec cet homme, va totalement vriller. En fait, elle va partir très loin et elle va commencer à avoir un comportement très étrange, voire borderline vis-à-vis de sa fille. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que ça m'a assez... J'étais un peu choquée par ce qui se passait. Et je comprenais pas en fait, je trouvais pas ça... Je sais pas si je trouvais pas ça réaliste. Ou alors c'est que vraiment la mère était dans un délire un petit peu... voilà quoi. Quand même, oui, ce livre m'a marqué, me fait réagir, mais j'ai pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas montée dans le train, je suis restée un petit peu spectatrice sans vraiment prendre part à ce qui se passe. Le seul personnage qui m'a plu, c'était le Steve, je crois qu'il s'appelle, le petit copain de la mère, qui j'ai trouvé était très réaliste et très juste dans ses actions. Voilà, lui je l'ai bien aimé, mais sinon c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que j'ai pas trouvé ultra réalistes et voilà. Et ça m'a manqué, je pense, le côté nature writing que j'avais trouvé dans Shookon Island. Ensuite j'ai lu La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson chez La Martinière, je crois, excusez-moi si c'est pas ça,
que j'ai tout simplement adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment avec ce bouquin. Voilà, c'est très différent de sa première saga avec le personnage de Harry Thor. Là, on se retrouve avec Hulda, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, qui est une femme proche, qui doit bientôt partir à la retraite, elle est flic. Et en fait, elle va tout simplement se faire mettre au placard quelques mois avant sa retraite. Son patron va la convoquer, va lui dire j'ai trouvé quelqu'un de nouveau, faut que tu débarrasses ton bureau. Tu peux continuer. Enfin voilà, je crois qu'il doit arriver dans 2 mois ce nouveau-là, alors qu'elle, il lui reste un peu plus de temps normalement. Il lui dit ouais, dans 2 mois en gros, voilà, c'est bon, on t'offre tes derniers mois. Tu peux partir. Mais en attendant, limite, il lui dit limite qu'elle peut partir tout de suite, mais elle veut pas, elle essaie quand même un petit peu de se battre pour garder sa place. Il lui dit ouais, prends un vieux cold case et tout pour t'occuper le temps que tu finisses voilà, tes jours qui te restent. D'ailleurs oui, non, c'est pas 2 mois, je crois que c'est 2 semaines que le nouveau arrive. Donc voilà, occupe-toi pendant tes 2 semaines si tu veux absolument ne pas partir tout de suite en retraite. Et du coup, elle va ressortir un cold case qui est la mort d'une demandeuse d'asile russe qui a été retrouvée sur une plage, dans une crique, voilà, et qui a été considérée comme un suicide, mais Hulda du coup va vouloir chercher et elle va découvrir qu'au final ce n'est pas forcément un suicide, voilà. Donc ça c'est vraiment l'histoire de base avec l'enquête, mais ce livre ce n'est pas forcément juste l'enquête, c'est beaucoup sur le personnage d'Hulda. Donc on va suivre un petit peu différents moments de sa vie et on va beaucoup parler d'elle, de sa vie, de son passé. Elle est très marquée par la mort de son mari qui était malade, voilà. Et on suit en même temps un petit peu la relation qu'elle a avec un homme qui se fait petit à petit. Voilà, donc c'est vraiment plus sur le personnage d'Hulda, même si l'enquête est très intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins mise en avant que vraiment toute la vie d'Hulda. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Franchement, c'est une femme forte, c'est une femme qui ne veut pas abandonner puisque elle va être mise au placard et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle se bat un petit peu pour garder sa place. Et voilà, et elle a beaucoup de secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Après, par contre, cette histoire, c'est très noir, voilà, c'est très glauque. Ce qui me vient à l'esprit après ce bouquin, c'est noir et il n'y a plus d'espoir, voilà. C'est clairement l'impression qui m'en ressort après l'avoir lu. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai juste eu un bémol pour la fin, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, jusqu'à la dernière ligne, je me disais non, non, non. Et puis si, et ça m'a un petit peu déçue, voilà. Je peux pas vous en dire trop, mais ça m'a déçue. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Peut-être plus, j'ai lu qu'un seul livre de la saga Harry Thor, c'était lequel? C'était Naut. J'en ai deux pour l'instant dans ma palle, il faut que je m'y remette un petit peu. Surtout qu'il y a Sot qui sort en poche en septembre, donc voilà, il va falloir que j'accélère un petit peu. Mais ouais, je crois que je préfère cette nouvelle saga parce que je crois que la saga d'Harry Thor s'appelle Dark Island et celle-là s'appelle Hidden Island. Voilà, bref. Je vous le conseille absolument, c'est un très bon polar islandais, voilà. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, je ne sais plus si j'en suis au bon endroit dans le décompte, mais que j'ai terminé mon challenge Paye ton slip, que j'ai lu mes 20 lectures que je m'étais fixées, même si clairement comparé à ma vidéo pile à lire, il n'y a aucun bouquin limite que j'ai lu de ma pile à lire que j'avais préparé, mais bon, c'était pas très étonnant venant de moi. Je vais essayer de monter jusqu'à 30 jusqu'à fin août. Là on est actuellement le 18 août, je reprends le travail demain. Mais du coup il me reste 13 jours pour essayer de lire, de monter jusqu'à 30 livres. Sachant que j'en ai lu après la Dame de Reykjavik, je me demande si je suis pas proche des 30 d'ailleurs. Mais bon, ça je vous tiendrai au courant dans de futurs updates lecture. On va continuer avec Fidèle au poste d'Amile Antoine au livre de poche. Et ce livre, ça a été un gros coup de cœur. Comment dire,
suis en train de préparer, enfin vous voyez, dès que j'ai un gros coup de cœur, je le marque dans une note sur mon iPhone pour vous faire à la fin de l'année une vidéo, mes coups de cœur de 2019. C'est quand même le deuxième Amélie-Antoine, voilà, sur 5 ou 6 livres. Donc clairement, je vais vraiment essayer de me procurer vraiment tous ces livres et de lire rapidement Avec elle et sans elle, dont elle a écrit le Avec elle ou le sans elle, je ne sais plus. Parce que franchement, j'adore cette autrice, vraiment. Donc je vais vous parler de ce livre. Donc on suit un couple, Chloé et Gabriel, donc ils sont un petit peu un couple de jeunes mariés, un petit peu parfait. Lui il est banquier, elle est prof de yoga, voilà. Ils vivent à Saint-Malo, à la base ils sont de Paris, enfin ils se sont rencontrés à Paris, elle est de Paris, lui est de Saint-Malo de base je crois. Et tous les jours, Chloé va faire un petit peu de nage dans la mer avant d'aller travailler. Sauf qu'un jour, Gabriel passe sa journée, il devait manger avec elle le midi mais elle répond pas, c'est bizarre. Et le soir, elle n'est pas là, elle a disparu. Et je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, on va lui apprendre qu'ils ont retrouvé le corps de sa femme dans un filet de pêche et qu'elle s'est noyée. Voilà, et donc là, toute la vie de Gabriel va basculer, qui va vraiment avoir du mal, qui va être en deuil et qui va avoir besoin d'aide, et du coup il va aller dans un groupe pour des personnes en deuil, voilà, où il va rencontrer Emma qui est une photographe qui est arrivée récemment en ville pour voilà, elle veut se lancer vraiment pour devenir vraiment photographe, et du coup elle a proposé à la personne qui s'occupe de ce groupe de soutien de faire des albums photos avec les personnes qui ont perdu un proche, faire un album photo sur la personne décédée pour les aider à faire leur deuil. Du coup elle se retrouve aux séances des groupes de soutien et elle va rencontrer du coup Gabriel et ils vont commencer à se rapprocher tous les deux. Alors, il va falloir que je sois que je m'en mêle pas les pinceaux et que je ne vous spoile pas cette histoire. Je vais relire un petit peu mes notes. D'accord, je n'ai pas noté grand chose vu que ça a été un gros coup de cœur, j'ai juste kiffé. Déjà oui, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai commencé ce livre, ça m'a fait une très bonne sensation. Je sais, vous voyez, pas comme si on rentrait à la maison, mais ça m'a fait ce que j'ai décidé d'appeler l'effet Kinder. Donc je vais vous montrer une petite vidéo, voilà. Vous voyez, on mange du Kinder et là on se sent dans un nuage de bien-être, et bah c'est un petit peu ça, voilà. Comme si j'avais toujours lu ce livre, vous voyez, pas comme si je le commençais, mais comme si ça faisait déjà 500 pages que je le lisais et que j'étais déjà à fond dedans et j'étais hyper bien dedans, et je pense que c'est vraiment dû à la plume de l'autrice. Voilà, franchement, dès le début, j'étais bien, j'étais à fond, j'aimais les personnages, même si Chloé est un petit peu antipathique, même si au début on s'en rend pas trop compte, mais ça vient après, puisque en fait le livre est assez bizarre dans le sens où on va suivre 3 points de vue, le point de vue de Gabriel, le point de vue d'Emma, mais aussi le point de vue de Chloé qui étrangement est toujours plus ou moins là après sa mort. Voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Et après, donc ce livre est en 2 parties, et la deuxième partie c'est... Honnêtement, quand j'ai commencé la deuxième partie, j'étais sur mon balcon, je m'en souviens, et j'ai fait... Et pendant 5 minutes, je pouvais plus lire le bouquin, quoi. J'étais choquée, vraiment. Et voilà, je suis toujours choquée, et j'ai adoré ce qui se passe. Et voilà, c'est totalement... On se dit, mais what the fuck, enfin limite c'est pas réaliste, mais ça m'a pas dérangée parce que j'étais à fond dedans. Et j'ai surkiffé, j'ai adoré, et lisez ce livre, voilà, et lisez aussi Raison obscure d'Amélie-Antoine, lisez Amélie-Antoine tout court, voilà. J'ai ensuite lu La Vague de Todd Strasser chez Pocket, qui est un tout petit livre que j'ai lu en une après-midi, hein. Il fait 150 pages, donc ce livre est inspiré de faits réels qui se sont passés aux États-Unis dans les années 60, je crois. En fait, on suit Ben Ross, qui est un professeur d'histoire dans un lycée. Pardon. Et il va faire un cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur le nazisme, sur les camps de concentration, tout ça. Et il va montrer un reportage à ses élèves, sûrement le genre de reportage qu'on a tous vu en cours d'histoire quand on était jeunes.
Et les élèves vont en ressortir extrêmement choqués pour la plupart, hein, et ils ne comprennent pas en fait. Et ils comprennent pas comment déjà juste les membres du parti des nazis ont tous suivi en fait ce que disait de faire Hitler, hein. Et aussi ils comprenaient pas le peuple allemand. Alors je dis pas que tout le peuple allemand était au courant de ce qui se passait, hein, je ne pense pas que ce soit le cas, mais beaucoup de gens étaient au courant et fermaient aussi les yeux, je pense, hein. Bon, j'étais pas là pour le voir, mais voilà. Et du coup, il va mettre en place, parce que oui, ce que je vous ai pas dit sur ce prof, c'est qu'il aime bien faire son cours de manière différente, pas juste un cours où il blablate, les élèves prennent des notes et voilà. Il aime rendre son cours vivant, faire participer les élèves de plein de façons différentes. Et donc là, un matin, il arrive et il va y avoir marqué au tableau la force par la discipline. Et il va commencer à enseigner la discipline à ses élèves, à l'appeler, dès qu'il répond à une question, dire Monsieur Ross, à se lever à chaque réponse, vraiment à se comporter de manière un peu comme dans l'armée, voilà. Et plus les cours avancent, plus il va accentuer cette chose et voilà, et après il va créer un vrai mouvement qui a un slogan qui est la force par la discipline, la force par la communauté et la force par l'action. Et ça va vraiment créer un espèce de mouvement comparable à, alors pas aux nazis, mais vous voyez, un mouvement dictatural, je sais pas si ça se dit, mais où lui est un petit peu le chef et ses élèves le suivent aveuglement, font tout ce qu'il dit, vont commencer à dénoncer les autres, voilà. Ce mouvement, ils l'appellent la vague, ils font un genre de signe quand ils se croisent, ils doivent faire le signe de la vague. Ceux qui ne le font pas, ils vont être dénoncés par certains élèves. Voilà, il y a vraiment cette espèce de dénonciation, de surveillance des autres. Ils vont essayer de prendre tous les élèves du lycée dans leur mouvement. Ceux qui ne veulent pas y participer sont rejetés réellement. Et le pire, c'est que c'est arrivé tout ça, voilà. Sauf que le prof va se rendre compte que ça part un petit peu en couille et du coup il va essayer de faire en sorte de ramener tout le monde à la raison. Voilà, donc c'est très court, je vous en ai déjà dit peut-être un petit peu trop. C'est très intéressant, ça restera pas dans les annales, mais juste pour le côté psycho, c'est très intéressant. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour mon update lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour les sorties livresques de septembre. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Je vous laisse, bonne semaine, salut.